d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Veeam Masterclass Series. Une suite de rendez-vous au cours desquels nous allons évoquer ensemble des technologies et puis également des problématiques IT actuelles. Sur le plateau, j'ai avec moi le plaisir de recevoir sur ma gauche Stéphane Berthaud, qui est directeur technique France et Afrique. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Et puis Johan Castillo, responsable avant-vente France, tous deux chez Veeam. Johan, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, je vous le disais, c'est une suite de rendez-vous, d'ailleurs suite de rendez-vous à laquelle on espère vous trouver de plus en plus nombreux. Il y a eu d'abord un premier numéro il y a quelques jours qui a été notamment mené de main de maître par Johan. Et vous avez parlé notamment, Johan, de ransomware. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2-3 mots de quoi il était question ? Effectivement, merci Thomas. On a discuté pendant une trentaine de minutes avec Grégory Mergou, qui est un de nos partenaires et spécialisé également dans la sécurité des données. On a discuté des bonnes pratiques autour du ransomware, on a discuté des erreurs à éviter, de l'actualité également, puisque c'est une actualité qui est débordante, on le sait bien. Riche. Exactement, un peu trop riche malheureusement, mais en tout cas qui permet de faire prendre conscience de choses aux entreprises. Donc on a discuté ensemble, de façon informelle, pendant une trentaine de minutes sur les bonnes pratiques et l'actualité autour des ransomware. D'ailleurs, je vous invite à retrouver, on vous proposera sous peu le lien, comme ça vous pourrez le retrouver et puis vous pourrez bien sûr suivre cet échange qui était enrichissant. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est tout aussi important, on va parler sauvegarde. Alors la sauvegarde, et notamment la sauvegarde sur une solution comme Office 365, pour beaucoup de gens, ça coule quasiment de source, c'est du SaaS, c'est du cloud. Pour beaucoup de gens, c'est logique, c'est sur des serveurs distants et puis bon, on n'a plus besoin de s'en occuper. Et en fait, ça coule pas autant de sources que ça. Et d'ailleurs, c'est le sens de la première question, Stéphane. Qui est responsable des données une fois qu'on les stocke, alors on les exploite sur le cloud? Qui en a la responsabilité finalement? Alors c'est une excellente question pour démarrer, puisque on rencontre des clients qui ont déjà réfléchi à cette question et d'autres pour qui le fait de souscrire à cette offre, qui est une offre SaaS, on se débarrasse complètement de la totalité de la gestion, ce qui est en partie vrai, de la gestion des infrastructures, de la gestion des données elles-mêmes. Et on imagine qu'on n'a absolument plus rien à faire à part simplement consommer le service. Dans la réalité, ce que fournissent d'ailleurs la plupart des éditeurs de plateformes SaaS, elles fournissent des couches de sécurité d'accès, des couches de résilience, c'est-à-dire que si un serveur tombe, il est automatiquement repris, il y a des redondances à l'intérieur des data centers, il y a des data centers redondants, donc la résilience fait partie des capacités qui sont offertes et qui sont garanties par l'éditeur. Résilience n'est pas sauvegarde. Résilience, exactement, n'est pas conservation des données, n'est pas sauvegarde. Et effectivement, sauvegarde, une vraie sauvegarde, c'est une copie des données à un instant T indépendantes, qui ne soient pas dépendantes de l'infrastructure source, de l'infrastructure primaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'achète un cadenas, très souvent il est vendu avec 2 clés. Les 2 clés sont attachées ensemble. J'oublie très souvent, tous les jours je vois cette deuxième clé attachée à la première et je me dis qu'un jour il va m'arriver un problème si je perds le trousseau. On fait partie du même club. Exactement. Et c'est effectivement un petit peu ce qui se passe. À partir du moment où on met ces données dans un cloud, le cloud a beau avoir ses mécanismes de redondance des données, système RAID, données distribuées, etc. Ça, effectivement, ça va protéger les données primaires. Mais ces données primaires, effectivement, les données elles-mêmes restent de la responsabilité du client, de l'utilisateur primaire. Et c'est effectivement bien mentionné dans les conditions générales de Microsoft. Quel que soit le type de contrat qu'on souscrit, quelle que soit l'option qu'on souscrit de rétention, puisque effectivement il y a différentes options qui permettent de garder à long terme les mails, ce qu'on appelle le legal hold, donc pour des questions de réglementation par exemple, effectivement on va pouvoir conserver pendant très longtemps. Mais tout ça, ce sont des données qui restent au sein de leur système primaire, on va dire. Et toutes ces données sont régies par des politiques qu'on va définir. Rétention de temps en temps sur telle et telle donnée. Et à partir du moment où c'est une politique qu'on définit, des critères qu'on définit, on peut faire des erreurs de manipulation. On peut très bien appliquer une mauvaise politique de rétention à un instant T et effacer des données qu'on aurait souhaité conserver pendant 2, 3, 4 ans. Et dans ces cas-là, si ces données sont perdues, soit par une fausse manipulation, soit même par un acte de malveillance d'un salarié, on en rencontre beaucoup malheureusement, et ces données ne sont pas récupérables. On pourra toujours se retourner vers Microsoft. Il n'y a aucun moyen de récupérer ces données une fois qu'elles ont été effacées. Et donc,
la responsabilité de la donnée elle-même reste de la responsabilité de l'utilisateur, du client. Et c'est le cas notamment si on regarde d'un point de vue réglementation RGPD, notamment en Europe. Le responsable des données reste propriétaire de ces données et reste responsable du traitement de la conservation de ces données. Je voudrais qu'on vienne sur un détail, sur quelque chose que vous avez mentionné, Stéphane, sur la nécessité de faire une copie indépendante. Johan, pourquoi est-ce que justement c'est si important de faire une copie indépendante, notamment sur des serveurs différents qui sont ceux des serveurs ou des unités de stockage de production? Alors, je pense qu'effectivement, Stéphane a dit le mot-clé pour moi, hein, copie indépendante. Effectivement, aujourd'hui, les gens n'ont peut-être pas conscience qu'il y a une analogie qui est intéressante à faire, et je pense que tout le monde comprendra. Quand vous êtes dans le domaine du on-premise, donc dans vos data centers, en final, vous allez avoir vos données de production sur les baies de stockage, sur des BNAS, etc., enfin, sur les environnements de production, premier. Et finalement, vous n'allez pas stocker vos données sauvegardées, vos données à archiver sur les mêmes médias, les mêmes supports au final. Donc du coup, vous allez vous poser la question en disant « mais il faut que j'envoie ça sur des médias différents ». Alors pourquoi cette règle-là ne doit-elle pas s'appliquer finalement dans le monde du cloud, dans le monde des applications SaaS, telles que Office 365 par exemple? Il y a une phrase qui est connue de tout le monde et qui peut être utilisée dans le monde IT et comme dans n'importe où, c'est « on ne met pas ses œufs dans le même panier ». Et je pense qu'aujourd'hui, cette règle-là, elle doit être appliquée et comprise également pour les applications SaaS. C'est extrêmement important. Toujours dans Office 365, hein, c'est le cœur de ce qu'on va dire aujourd'hui. Vous le disiez à l'instant, Stéphane, hein, c'est que, et je le disais assez rapidement, c'est que pour beaucoup de gens, quand on parle de cloud, eh bien, beaucoup de gens imaginent que la responsabilité et toute la stratégie autour de la sauvegarde est menée par le fournisseur de cloud. Vous avez précisé justement qu'il n'y avait rien de plus inexact. En quoi, justement, les mécanismes de sauvegarde qui sont présents dans Office 365, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme des briques de sauvegarde, plus précisément? Précisément parce que ce ne sont pas vraiment des mécanismes de sauvegarde, mais des mécanismes de rétention des données. Alors, j'en parlais, on pense souvent principalement à la messagerie, hein, en ce qui concerne Office 365. Effectivement, ces mécanismes de rétention vont garder les objets pendant le temps qu'on aura décidé, sous réserve de ne pas faire d'erreur de manipulation. C'est ce qui s'est passé il y a 1 an à peu près chez un grand cabinet d'audit qui a perdu des données dans Teams notamment, là pour le coup, suite simplement à une erreur de manipulation des administrateurs qui ont mal réappliqué une politique. Mais il y a d'autres cas de figure qui peuvent se présenter. Et en fait, ce qu'on mentionnait notamment sur le fait qu'il faut avoir une copie qui soit indépendante, donc qui, en cas d'erreur appliquée aux données primaires, on garde ce qu'on pourrait appeler une golden copy, hein, mais c'est le principe de la sauvegarde depuis toujours, cette golden copy, et surtout une historisation, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un état, une image des données telles qu'elles étaient le 24 janvier, telles qu'elles étaient le 30 novembre, etc., figées. Et donc on est capable de revenir, de s'appuyer sur cet état antérieur, en sachant qu'on sait exactement quel étape dans ces données on pourra récupérer à ce moment-là. Donc c'est vraiment toute la différence entre de la rétention et de la sauvegarde. Et à ce titre-là, effectivement, la messagerie, mais on utilise aussi de plus en plus SharePoint, de plus en plus dans Office 365, SharePoint Online. Tout comme on sauvegarde un SharePoint dans son data center, la même nécessité de protéger, d'avoir cette copie indépendante des données se pose pour SharePoint. Pour OneDrive, même si ça héberge pas toujours des données critiques de l'entreprise, tout dépend comment il est utilisé. Et puis évidemment Teams avec le confinement qui est devenu de plus en plus utilisé. On s'échange de plus en plus de documents au sein de Teams, donc c'est devenu vraiment un outil collaboratif ce que c'est censé être dès le départ, hein, pas simplement une messagerie instantanée. Et donc les données dans Teams, on peut souhaiter, alors c'est pas une obligation, on peut souhaiter vouloir les conserver, en garder une copie. Et dans ce cas-là, effectivement, des solutions comme celle de Vim par exemple permettent de sauvegarder aussi les données liées à Teams. Est-ce que c'est tout cela, justement, vous avez mentionné, j'aimerais juste qu'on s'arrête un moment sur OneDrive, est-ce que les gens, finalement, les entreprises ne considèrent pas que, justement, on peut sauvegarder sur OneDrive, on peut sauvegarder, on peut héberger des données sur OneDrive, justement, s'appuyer sur OneDrive, justement, pour échanger les données avec Teams. Est-ce que ce n'est pas, finalement, une fausse idée
qu'ont les gens et que se sont faites les gens de se dire, bon, ben moi j'ai un OneDrive, finalement, je peux stocker mes données, je peux partager mes données, mes collègues y ont accès, finalement, j'ai plus besoin de solution de sauvegarde. Est-ce que justement cette idée, elle part pas de là, en fait? Alors c'est possible, mais là il ne faut pas confondre ce que souhaite faire l'utilisateur individuellement, et il peut très bien utiliser son OneDrive pour stocker des données, pour conserver une copie de documents qu'il estime importants, mais ça peut pas, une entreprise ne peut pas s'appuyer sur la bonne volonté de chaque utilisateur pour aller utiliser lui-même les espaces. Donc si on souhaite avoir une politique de protection de ces données qui répondent à des standards, qui répondent à des besoins de l'entreprise, à des réglementations, hein, si on est dans le monde de la finance, etc., ça ne peut pas être la solution, puisqu'il faut que ce soit une solution d'ensemble qui soit administrée au niveau global de l'entreprise, qui définisse les règles, les politiques, l'endroit où on stocke les données, la durée de conservation, etc., etc. Et donc OneDrive peut être intéressant pour un utilisateur individuellement qui souhaite mettre de côté des images, des fichiers, des choses comme ça, par sécurité. Mais ça ne pourra pas constituer une solution pour l'entreprise dans sa totalité. Ouais, ça ne peut en aucun cas remplacer une solution de sauvegarde. Ça peut être complémentaire. D'accord. Johan, est-ce que l'explosion des ransomware, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'était le thème de la première émission, est-ce que l'explosion des ransomware, elle a poussé les entreprises à revoir justement leurs priorités en matière de sauvegarde? Alors, je parle des ransomware, mais je pourrais également parler de certains accidents qui ont eu lieu chez certains fournisseurs de cloud ou certains hébergeurs. Donc les données ont été mises en danger, donc on l'a vu ces derniers mois et même, je vais presque envie de dire, ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience? Est-ce que vous notez une prise de conscience de la part des organisations sur ce sujet spécifiquement? Alors déjà, c'est vrai que vous avez cité le ransomware, et d'ailleurs vous avez bien renvoyé à l'émission précédente qui était très intéressante là-dessus. Stéphane en a un peu parlé. Aujourd'hui, il n'y a pas que les ransomware. Il faut savoir, d'ailleurs, on l'a vu dans certains cas d'actualité malheureuse, chez certains providers, c'était pas à cause du ransomware qu'il y a eu des énormes soucis d'accès aux données. Néanmoins, concernant les ransomware, effectivement, aujourd'hui, la prise de conscience, je pense qu'elle est générale, mais elle n'est pas encore poussée à l'extrême dans le sens où on se dit les ransomware, ça va attaquer mes infrastructures on-premise, donc dans mes data centers, les données que je maîtrise, que je possède, etc. Et on se dit, finalement, tout ce qui est en mode SaaS, donc Office 365 par exemple, n'est pas concerné par ces attaques, ces actes malveillants, ces ransomware, etc. Pourquoi est-ce que les gens se disent ça, Johan? Est-ce que justement c'est parce que les serveurs sont loin, c'est parce qu'on fait appel à un éditeur comme Microsoft, qu'ils ont les reins solides? Pourquoi est-ce que les gens finalement se disent que quand je fais appel à ce type d'acteur, eh bien, finalement, la sauvegarde, c'est pas vraiment mon problème. Ça ne l'est plus, en fait. Mais je pense que c'est un peu de tout ça, en fait. Et Stéphane l'a très, très bien résumé dans son introduction, dans la première question, du moins. Aujourd'hui, c'est un peu de tout ça. C'est que les gens se disent, je ne vois pas, c'est le cloud, c'est le nuage. Ouais. Donc, je ne vois pas l'infrastructure, je ne la maîtrise pas. Donc, quelque part, j'en suis pas responsable, ce qui est totalement faux, on l'a expliqué. Et deuxièmement, derrière, ça reste de l'infrastructure, ça reste des serveurs, ça reste du stockage, il y a des applications, etc. Donc ces choses-là doivent être protégées d'un point de vue haute disponibilité, résilience, mais également protégées d'un point de vue sauvegarde et archivage. Et c'est là où intervient effectivement des solutions telles que Vim, pour maîtriser la donnée, comprendre où elle se trouve, ce qu'il en est fait à l'instant T, et pouvoir effectivement gérer cette mobilité de la donnée pour se prémunir des ransomware notamment. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. On en dira un mot un tout petit peu plus tard autour de la manière de se protéger. On dira un mot sur notamment la manière dont Vim vous proposez aux entreprises de mieux se protéger. Je reviens sur une thématique qui a été abordée par vous, Stéphane, un peu plus tôt, autour de la politique et j'ai envie de dire de la gouvernance autour de la donnée. Vous avez dit que finalement, et Johan vient de le dire, la perte de la donnée, c'est pas que le ransomware, c'est pas que les incendies, c'est pas que les accidents, vous l'avez dit, ça peut être des actes intentionnelle à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être des erreurs tout simplement, elle est malheureusement trop humaine. Est-ce que finalement la sauvegarde, si on essaye de simplifier au maximum, est-ce qu'avant tout on peut la ramener à une question de politique et de gouvernance? Oui, je pense que c'est la vraie question en fait, parce que la sauvegarde en tant que telle, ça existe depuis les débuts de l'informatique. Alors ça existait même avant, d'une certaine façon. Un document, on souhaitait en avoir une copie, on le mettait dans un coffre, etc. Donc ça a toujours existé, le besoin d'avoir une copie d'un document précieux qu'on veut conserver. Mais effectivement, depuis les débuts de l'informatique, la sauvegarde, c'est un outil
interne à l'informatique qui permet en cas de sinistre d'une perte de données. Alors c'est des sinistres plus traditionnels avant l'émergence du ransomware, c'est un incendie, c'est un serveur, simplement un serveur défaillant ou un disque défaillant, on perd les données, il faut en avoir une copie quelque part. Donc c'était un service qui répondait à un besoin interne à l'informatique qui ne concernait pas tellement l'utilisateur, qui ne concernait pas tellement le reste de l'entreprise, qui ne demandait une seule chose, c'est que les données puissent être remises en service en cas de besoin. En fait, l'arrivée du ransomware qui touche aussi, on a pu le voir dans certains cas, qui touche aussi les plateformes Office 365. Plusieurs ransomware ont été développés spécifiquement pour toucher Office 365. En réalité, là, on se retrouve avec un risque majeur pour l'entreprise elle-même. Donc là, on n'est plus dans le cadre simplement de répondre à un besoin de l'informatique, mais à répondre à un besoin de l'entreprise elle-même en termes de continuité de son activité, continuité de ses opérations et de son business. Et effectivement, la problématique de la sauvegarde, sa gestion, reste cantonnée à l'intérieur des équipes IT, à qui on demande par ailleurs tous les ans de rogner de 10% leur budget, de faire autant, voire plus, avec de moins en moins. Et à côté de ça, on a un risque qui se chiffre en dizaines de millions d'euros pour les entreprises. Je ne parle pas de grosses entreprises américaines, mais d'entreprises françaises, que ce soit celles qui ont payé des rançons, que ce soit celles qui ont chiffré, passé dans leur compte des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces dizaines de millions d'euros, ils ne sont pas pris sur les budgets informatiques quand on veut payer les hackers, ce qui est une très mauvaise chose parce que ça initie un cercle vicieux. La France est le pays le plus attaqué parce qu'on est identifié comme étant un pays qui a tendance à payer facilement. Donc, c'est pas prêt de s'arranger. Effectivement, quand on paye une rançon, le budget, on ne va pas le chercher à l'informatique. Donc, ce risque-là, qui est un risque global au niveau de l'entreprise, pour pouvoir y pallier, mettre en place les outils qui permettent de s'en prémunir ou qui permettent de se relever de ces attaques, parce que s'en prémunir, c'est quasi impossible. C'est comme essayer de se garantir du fait qu'on ne va pas croiser quelqu'un de contaminé, de se dire qu'avec le masque, je devrais pouvoir m'en sortir, etc. Donc là, on n'a aucune certitude de pouvoir vraiment complètement blinder, on va dire, ces données. Et donc, il faut pouvoir repartir, remettre à disposition le plus rapidement et le plus facilement possible. Et donc ça, c'est une problématique globale d'entreprise, pas simplement un sujet qui concerne les directions informatiques. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, Stéphane, à justement faire sortir de l'équipe IT la question de la sauvegarde, j'ai pas envie de dire, je veux pas dire sur la manière opérationnelle, parce que finalement, ça reste quand même leur prérogative, mais du point de vue d'état d'esprit, de savoir que dans les différentes business units d'entreprise, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous devrez faire un effort pour que vos données, elles soient sauvegardables, sauvegardées le plus régulièrement possible, ainsi de suite, ou nous contacter pour les sauvegarder le plus possible. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt justement à faire sortir cette sauvegarde de Effectivement, le principal problème, c'est des silos qui travaillent peu ensemble. On disait les équipes informatiques en charge de la sauvegarde, les équipes sécurité qui sont en charge plutôt, effectivement, d'appliquer des règles, des best practices qui concernent plutôt le réseau, qui vont essayer de fortifier, qui vont essayer d'empêcher l'accès. Mais malgré tout, cet accès, il peut être contourné à un moment ou à un autre. Et effectivement, le sujet de la sauvegarde devrait être un sujet transverse qui implique les équipes sécurité, les équipes infrastructure, les équipes finances même, ou en tout cas gestion du risque. C'est quelque chose qui devrait être complètement intégré dans les plans de reprise d'activité, mais revu justement à l'aune de ce nouveau risque, puisque les plans de reprise d'activité, ils ont été définis pour des sinistres et des risques qui sont toujours présents, incendie, météorite. Mais la météorite est beaucoup moins probable que l'attaque ransomware. Et les façons de traiter un incident lié à une attaque ransomware ne sont pas du tout les mêmes que pour traiter un sinistre, un incendie. D'ailleurs, un aparté là-dessus, très souvent, on imagine qu'on est protégé justement parce qu'on a un plan de reprise d'activité avec de la réplication. La réplication, c'est très bien, mais la réplication, ça réplique tout, notamment les données qui sont en train d'être chiffrées par un ransomware. Donc, les plans de reprise d'activité, ils avaient été créés justement pour repartir le plus rapidement possible avec un exemplaire des données qui soit le plus récent possible, à la seconde quasiment. Mais là, le ransomware, justement, ça implique, c'est pour ça que ça remet un petit peu en visibilité la sauvegarde, c'est au contraire, on a besoin de revenir un peu plus loin dans le temps. Un état forcément antérieur. Un état antérieur dont on sait qu'il est garanti et qu'il est sain. Et donc, effectivement, comme les PRA, d'ailleurs, qui sont une problématique transverse, pour le coup, en général, là, le meilleur moyen, c'est effectivement d'intégrer cette logique de protection des données, que ce soit dans les plateformes SaaS, que ce soit dans ces data centers, mais de l'intégrer dans cette logique de gestion des sinistres, anticipation des sinistres, mise en place de plans. Et à partir du moment où on a cette gouvernance, ce travail en commun, et qu'on sort de ces silos, on doit arriver à mettre en place les solutions. Pour ceux qui nous écoutent, justement, qui n'ont pas forcément aujourd'hui le réflexe d'avoir déployé, en tout cas de déployer des solutions de sauvegarde, quels conseils vous pourriez leur donner, Stéphane et Johan,
sur justement la manière de se doter d'une, j'ai envie de dire, d'une solide politique de sauvegarde. Je vais commencer par vous, Stéphane. Alors, on va dire que la règle d'or à appliquer en matière de sauvegarde, et elle n'est pas, c'est pas une création Vim, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle la règle du 3-2-1. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette règle du 3-2-1 ? Elle dit que pour pouvoir se prémunir de la totalité des scénarios de perte de données, je disais qu'ils soient accidentels, qu'ils soient humains, peu importe, il faut avoir 3 jeux de ces données, 3 copies de ces données sur 2 supports différents, 2 médias différents, 2 clouds différents, peu importe, mais dont l'un soit hors site. 3 jeux de données, 2 médias différents, dont l'une des copies se trouve sur un site distinct, pour pallier évidemment là plutôt à des risques naturels. Et donc 3 copies, ça veut dire la copie des données de production, enfin les données de production elles-mêmes, et 2 copies de secours, qui soient sur des médias qui ne soient pas les mêmes, pour qu'on ne puisse pas être à la merci d'un, si on parle de système de stockage, d'un bug firmware qui va toucher indifféremment les 2 copies. Ou quand on parle de cloud, coupure d'un cloud, indisponibilité, perte de données chez un acteur, un hyperscaler, la copie des données éventuellement chez un autre ou chez un fournisseur, tiers. Et donc on va être assuré que un sinistre ne se réplique pas sur l'ensemble des copies des données. Donc ça sous-entend déjà dès le départ d'avoir pensé une politique de sauvegarde avec plusieurs médias, donc c'est ce que vous disiez Johan un peu plus tôt au début de cette émission, et puis aussi plusieurs fournisseurs, parce que finalement plusieurs plateformes j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'une seule ne suffit pas en fait. Si on veut se prémunir de l'ensemble des scénarios, effectivement, il faut diversifier, et c'est le cas aussi dans la protection des données, la diversification. Plus précisément, Johan, comment est-ce que Vim peut aider les entreprises à mettre en place cette solution de sauvegarde et cette architecture, j'ai presque envie de dire, de sauvegarde ? Alors, si on reste dans le temps imparti, puisque je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer la vision, en tout cas, non, aujourd'hui chez Vim, on a une vision qui est assez globale pour maîtriser les données, pour avoir cette visibilité et surtout cette mobilité des données. En fait, on veut proposer aux entreprises, à nos clients, le fait de pouvoir maîtriser la donnée, quel que soit l'endroit où elle se trouve, et de pouvoir respecter à la lettre cette fameuse règle des 3-2-1 que Stéphane a très bien expliqué. Donc aujourd'hui, on a un ensemble, dans notre portfolio, un ensemble en fait, de solutions, de fonctionnalités tournées autour du cloud, de la sécurité, qui nous permet d'adresser l'ensemble de ces problématiques. Notamment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, Office 365, on a une de nos solutions, donc s'appelle VBO, l'acronyme, donc Vim Backup pour Office 365, qui nous permet aujourd'hui d'adresser la protection, la mobilité multiplateforme de ces environnements. Alors Stéphane l'explique également, qu'ils soient Teams, que ce soit pour la messagerie, que ce soit pour différentes choses. Aujourd'hui, on a cette visibilité sur ces environnements-là. Je rajouterai aussi également, dans cette règle des 3-2-1, une notion extrêmement importante et qui va un petit peu dans la suite de nos discussions, qui est l'immutabilité. Aujourd'hui, l'immutabilité, je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante, qu'il faut absolument marteler et encore, et qui est intégrée aujourd'hui dans l'ensemble de nos discours à nous Vim, et ça doit l'être, que vous parliez de Vim ou non, quoi qu'il arrive. C'est une technologie, une fonctionnalité. Alors, chez nous, elle est intégrée en nativement, dans une fonctionnalité disponible. Ça reste aujourd'hui, de facto, une règle qu'il faut absolument appliquer avec le 3-2-1. Voilà. D'accord. Donc on comprend bien, vous avez une solution pour cela, et notamment, plus précisément, pour O365. J'aimerais qu'on termine ce rendez-vous et ce numéro par une dernière question. Vous l'avez dit en partie, mais j'aimerais vraiment qu'on le répète pour que ce soit très clair, Stéphane. Quand on parle de sauvegarde pour une entreprise, pour les données d'entreprise, cette sauvegarde, elle n'a pas vocation à être faite sur site. C'est bien cela, hein ? Alors en tout cas, une des copies doit se trouver à distance, à bonne distance de son environnement principal, de son environnement de production, pardon. Et pour une raison que tout le monde imagine facilement, c'est qu'effectivement, un data center inondé, un data center qui prend feu, malheureusement, on a eu un exemple assez récemment. Oui. Mais c'est un risque, on jette la pierre à personne, parce qu'effectivement, c'est un risque qui attend n'importe quelle solution à partir du moment où elle repose sur ce qu'on appelle un point unique de faille, un SPOF,
dans le jargon des spécialistes, mais à partir du moment où on double tout, mais qu'il y a un seul élément qui, lui, n'est pas doublé, eh bien, si cet élément tombe en panne, évidemment, on perd tout. Et donc, le fait d'avoir cette copie de secours des données, une de ces copies qui se trouve sur un site distinct, permet de répondre à ce besoin. Alors, effectivement, historiquement, les entreprises, en tout cas les entreprises d'une certaine taille, mettaient en place eux-mêmes ces mécanismes, avaient un site de secours, ce qui nécessitait d'avoir les matériels en double, ce qui nécessitait d'avoir les liaisons réseau très rapides, fibres souvent. Donc c'est quelque chose de très coûteux, hein, mais c'est quelque chose de très coûteux qui de toute façon était un coût intégré par les entreprises. Ça faisait partie effectivement de leurs besoins en termes de continuité d'activité. Évidemment, ce coût... On peut évidemment contourner cette problématique plutôt d'investissement très lourd dans le cas où on s'appuie sur un fournisseur tiers qui, lui, va fournir les solutions de façon sous forme de service, je veux dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer ce service plutôt que d'investir dans du matériel, mettre en place et administrer soi-même. D'accord. Donc ça, ce serait effectivement une solution beaucoup plus facile et beaucoup plus aisée à mettre sur pied. Donc s'appuyer sur quelqu'un qui fournit des offres à ce service. Pardon. D'accord. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce deuxième numéro. Merci beaucoup, Johan. Merci, Stéphane. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver d'ici quelques jours pour un prochain rendez-vous au cours duquel nous parlerons de l'agilité et des protections des applications dans les environnements Kubernetes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour notre prochain numéro. Au revoir.